L'écrivaine Caliste Biella est l'invitée exceptionnelle de Yayato et pour la première fois, elle se raconte. Caliste Biella en mots de confidence, exclusif. Génération nombre de vues, la musique ne s'écoute plus, elle se regarde. Désormais, c'est le nombre de vues qui fait le succès d'un artiste. Quelles sont les causes et conséquences de ce phénomène génération nombre de vues? Enquête Choc. Kopo is back. Des jours, des semaines, des mois durant, nous l'avons suivi pour vivre les préparatifs, les répétitions, le stress, la pression, les coulisses de ces séances studio. Backstage inédit. Le pinceau d'Arol nous fait le tableau de Wes Madiko. Et en fin d'émission, une téléspectatrice chante, danse, parle de sa chanson préférée dans le Yamo. Yayato 4, saison 2, émission dédiée à notre téléspectateur le plus actif sur nos réseaux sociaux, Léonel Dogmo. Yayato à tous. Ouvrons ce numéro de Yayato avec une immersion dans la musique. Des jours durant, nous avons suivi l'artiste Kopo dans la préparation de son deuxième album Ebotan, notamment Chanson Village. Secret de studio, signé Alain Nagui et Sono, Christian Boadier, Jacques Ekwa et Alain Belsingon. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Révélé au monde en 2004 par ses envies de partir, Du camère, toi-même tu know. coup d'essai, coup de maître, succès total. Puis, à cause de quelques coups parfois mal sentis, il lui a fallu 17 ans pour faire un comeback retentissant. Mola, je Wanda, je m'étonne que dans nos way de francophones. Kopo était enfin de retour et redynamisait les petits mots de base avec le titre Gromologie, annonciateur d'un projet d'album imminent. Il y a toujours de la matière à chaque sortie. Pourquoi? Parce qu'il prend du temps et il s'y met vraiment. Un deuxième album studio et il revient au devant de la scène pour faire danser et chanter les mélomanes. Il arrive fort. Je sais qu'il est en train de travailler. J'attends ça impatiemment. Pendant plusieurs jours, nous avons suivi le parolier Camer, immersion dans les coulisses de l'enregistrement de la chanson Village. Un des 12 titres qui composent l'opus est Botan. Je n'ai qu'une chose à dire. Botan. Je n'ai jamais écouté un refrain d'enfant qui est laid. Bon, je rêvais un jour de faire un chœur avec des enfants qui ont... C'est des belles âmes, c'est des esprits purs et puis ils ont une très belle aura. Je compte en profiter aussi. Ils n'ont pas demandé d'argent, ils ont dit que c'est bien, occupe-toi bien des enfants, ça sera une belle expérience pour eux. Je leur ai dit que c'est aussi une super expérience pour moi. Donc, si j'étais parlé des enfants, on était tous des enfants dans le projet. Une connexion à haut débit établie entre l'artiste et le cœur de Piccoli. C'est comme le plantain pilé pour le pâté. Manier l'humour et la satire dans un mélange original et moderne, l'artiste Kopo a su garder son authenticité pour engendrer le nouveau bébé et principalement le titre Village. Le village, c'est la sorcellerie, il n'y a pas le réseau, il n'y a pas le décodeur, le câble, donc ça, les enfants ne sont pas très attirés par nos villages. Pourtant, c'est faux. C'est ce que j'ai voulu vanter dans cette chanson. Kopo va alors passer à la vitesse supérieure. Depuis de nombreuses semaines, il multiplie les allers-retours au studio pour les programmations et les prises de voix du nouvel album. Justement ce jour-là, nous sommes jeudi et il est 11h. Une longue journée commence pour l'artiste que nous retrouvons en route pour le studio d'enregistrement. Devinez sur qui il tombe en premier. Une espèce de porte-bonheur. Quand on faisait Gromologie, c'est lui qui nous a montré que ça pouvait marcher parce que pendant qu'on faisait encore la chanson en studio, chaque fois qu'on revenait, lui il avait déjà ça en tête. Donc la chanson avait déjà pris son esprit, son âme. Donc tu mérites beaucoup de bonbons. Ou bien tu passes à autre chose. Pendant ce temps dans le studio, Stéphane Dipita a carrément dormi sur ses machines. Là où il a dû manger, il a dû boire un truc ou je sais pas trop. Stéphane, son surprend, surtout son frère, lui c'est un gros gentil. Mais il a su. Kopo passe de longues minutes à écouter et réécouter le son. La nuit tombée, il pique un roupillon dans ce petit lit de camp. Si tu as besoin de moi, je suis là. Mais même de là-bas, je vais intervenir si j'ai une idée. C'est que je dois conduire jusqu'à la maison pour que j'ai un million d'énergie. De temps à autre, il suggère quelques modifications à Stéphane. Mais donc, c'est comme la mort. Le lait, tu dors, tu commences à dors. Le lait, un peu sur le corps. Le lait, le début de mes
dehors là, oui, chope les quoi avec l'aboiement là. Il y a l'aboiement, mais il y a un S qui s'entend. Écoute bien, mais bon, ça, je peux laisser, ça c'est pour moi. Ouais. Écoute bien, Yass. En fait, le but c'était un peu qu'on devine, tu vois. Ça part comme les mots sont collés, parce que je vais... Parce que si on cache trop, quelqu'un va se dire, bon, on n'a aucune idée de ce dont il parle, tu vois. Mais si on entend un bout de... On se dit, ah, il a voulu dire ça, et puis on l'a caché, tu vois. Il réécoute la maquette, savoure les notes. Le son des crayons l'a fait vraiment, c'est crédible. Maquette coupe le poisson avec du bon foufou. À la base, dans les cases, c'est le maïs qu'on écrase. Pas pour le jazz, sinon c'est naze. Pour ça et tout ça, les bindis jouent ça. Fais pas ça. Vendredi, il est 12h. Tu cherches de la salsa, laisse ça. Les pourris pizza, tu dis ça. Tu aimes le sexe, ah, mais pendant quelques jours et tout ça. Quand elle était arrivée ici, est-ce qu'elle a écrit une seule fois? Non. Est-ce qu'elle a hésité? Non. Alors mon frère, avant mon fils. C'est ça, maman. Mon frère. Quand Stéphane s'octroie un petit repos, Kopo s'en va manger dans un resto non loin du studio, en compagnie d'un ami. 13h30, de retour au studio, rejoint par Paul, Kopo et Stéphane procèdent à la prise de voix de la chanson Village. Ok gars, c'est bon pour moi, je suis prêt. Yo! C'est le crépuscule, la canicule recule. C'est le couchant temps des nangs, après des chants temps méchants. À la base, dans les cases, c'est le maïs qu'on écrase. Pas pour le jazz, sinon c'est naze, mais pour le kepen que base. Le... Gars, bon, mon soupe était bon là avec kepen que base. Ouais. Si on peut refaire ça. Pied du baobab, les papas d'où par là-bas, à là-bas. Jay, pète sa pète et se reflète sous la tempête. Regarde. Hein? Les petits bruits là, cocorico, machin, tu peux laisser. Hein. Ah oui. Ça après. Donc j'ai fait tout ça. Oui, c'est ça qui fait qu'après pour enchaîner, c'est comme ça. En lettres majuscules, qui kem kunya folle sur le lech minuscule. L'embindi go qui go au marigot. A clap for myself. Vous êtes chiche même en applaudissement. Alors, I love you too, bro. Le lech dort, tu commentateur. Des fois, la brousse dort, tu checkes le corps. Le lech aussi a ses ambiances immenses. Oh, regarde, le souffle est bon, là, je reprends la partie là. Le lech aussi a ses ambiances immenses et c'est ta chance. C'est bon, Big. Je crois qu'on a la chanson. Hein. Bah, j'espère. Ouais, il manque juste que les picolis posent dessus et puis c'est bouclé. Hein. Absent de chez lui depuis 24 heures, il est de bon ton que Kopo reçoive un appel de sa famille, madame et les enfants. C'est bon pour le moral et le cœur. Hé les enfants, là c'est les enfants qui m'appellent sur la maison. Eh oh, j'ai fini, je viens. C'est pas ma faute, la connexion est mauvaise. 3 mois de studio. Donc mon frère a commencé à pleuvoir. Il connaissait pas les chansons. Il chantait jusqu'à 3h du matin. Ces jours de répétition avec le cœur de Piccoli. Mais c'est sur un terrain de football au quartier Odia qu'on retrouve Kopo à son 2-0 dominical. Bon, Yayato, c'est la fin du match d'Azamu et le début d'un autre. Nous avons gagné 3-1 avec un superbe but de moi-même. Mais évidemment, comme la plupart des caméramans des chaînes de télé du pays, vous avez raté le but. Puis, direction la chapelle de Messa Mendongo, pas très loin de là, pour un premier contact avec la jeune chorale, suivi d'une séance de travail. Donc, juste 2 fois le 4 fois. À part ça, vous rentrez avec beaucoup de mollesse là dans les livres.
la méthode des mouna pour bouter à terre. Les enfants, moi je pense que un petit jeu. Une partie de plaisir qui se termine dans la joie après plus d'une heure de répétition. Symbiose que l'artiste a avec ses copains de l'association sportive, des acteurs des musiques urbaines à Samur, qu'il retrouve dans la foulée pour leur réunion habituelle de tous les dimanches après un match de football. Bienvenue à Samur, venez. Bisley Oye, le vice-président, Tédik, le trésorier, Patrick Até, j'ai un nouveau marié, où est l'Alliance? Le président du Q+2, Sissigno, Etana Tchabeur, notre défenseur Tumeur, notre gardien de but, le jeu que le président Lucky a mené, on ne sait pas quand il joue. C'est fou ce qu'il fait plusieurs choses à la fois, Kopo. Le même jour, il devait enregistrer sa rubrique Les Mapan de Kopo, mais son invité n'est pas disponible. Je préfère annuler tout ce que j'ai à faire et dis-moi si demain à 11h tu es disponible. Ok, bon ça marche, il n'y a pas de souci. Demain, 11h, mon Mapan est renvoyé à demain, comme vous l'avez entendu. Donc on va plutôt le faire demain, on va arriver là-bas chez Valérie. D'ici là, laissez-moi boire les mibos, on est ensemble. Le football est sa passion et la musique son métier. Fervent supporter du club phocéen dont il arbore les couleurs ce dimanche, avant de fouler la pelouse du centre technique de la FECAFOOT avec ses partenaires d'Assamur, Kopo a rendez-vous au studio pour les prises de voix des chœurs de sa chanson. En quittant le stade, il ne boude pas le plaisir de satisfaire ses fans. Il est 11h. Kopo met le cap vers la chapelle de Messa Mendongo pour embarquer l'importante délégation du chœur de Piccoli, une douzaine de jeunes, plus 2 encadreurs. Allô? Prends tout l'argent là, tu montes vite à la chapelle. Pour la logistique, pas moins de 4 véhicules sont réquisitionnés pour transporter tout le monde. Un instant de ravitaillement au carburant. Avance, les gars vont consommer. Et le cortège fait route vers sa destination. Moment de faire monter au ciel des prières. J'espère seulement que Néo ne va pas faire cette histoire. Parce que plusieurs fois, je suis là parti d'ici. C'est en route même qu'on me dit que gars, on vient de cordre le courant là, tu arrives, tu attends. Dernièrement, on était là, on a commencé à travailler au moins 1 heure de temps. Le courant est parti, on a attendu 2 heures. Quand je démarre pour rentrer, j'étais au milieu du trajet, le courant est revenu. Colbison, dans la périphérie ouest de Yaoundé, terminus, tout le monde descend. Puis, place au travail. C'est ici, dans la résidence de la famille Dipita, que l'artiste Kopo a choisi d'enregistrer entièrement son album. C'est la famille de Paul et Stéphane. C'est ici, ça vient aussi avec qu'on a fait Gomologie, c'est avec qu'on fait l'album en Colbison. Ok, on chope aussi. 4 jours après les programmations et la prise des voix du lead vocal, la séance d'enregistrement peut commencer. Elle va se dérouler par petits groupes. Il a dit qu'on commence par les sopranos. Donc même si sont 3, 4, le nombre de sopranos, ils rentrent, ils logent, là c'est bon, ils au sol, les altos, on fait ça comme ça, à tour de rôle. Quand la chanson passe comme ça, vous devez chanter une fois pour chauffer la voix. Je voulais qu'en fait qu'on prenne 2-2 parce qu'il y a le refrain. Quand le village s'endort, tu vois, c'est ça que je voulais. Dans la concentration et la justesse des notes. Quand le village s'endort, quand le village s'endort, les cigales saluent le ciel, les étoiles brillent et se querellent. Pour savoir qui est la plus belle, c'est le
temps en temps, il apporte quelques modifications. C'est comme le plantain pilé pour le pâté. Comme la mop du monde qui tête sa matière. Le dernier qu'on fait dans le dernier vous en avez déjà. Une ambiance bon enfant, clôturée avec une mêlée finale. Les enfants, ça a été une expérience parce que j'avais jamais vécu ça personnellement. Avoir des dizaines de personnes enregistrées en un jour, en une session, ça a été une sacrée expérience et on a bien rigolé, il y avait une bonne énergie. Grand frère Kopo, nous ne pouvons que te souhaiter un bon retour. Beaucoup de courage dans ta nouvelle aventure. Les étoiles saluent le ciel. Une chose est sûre, ce sera du beau. Chacune de tes sorties a toujours été un carton. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas encore le cas cette fois. Merci pour la confiance. Je suis arrivé en 2004, vous m'avez adopté. J'ai Nyongo, je suis quand même revenu en 2017 avec Homologie. Je pense que ça a été une très belle expérience, vous avez kiffé. Et cette fois-ci, j'ai tout donné pour que vous surkiffiez. À travers la chanson Au Village et l'album Ebotin, produit sous le label Mobilama International Records, Kopo et les frères Dipita, ensemble, repartent à l'assaut des charts et autres plateformes de téléchargement de musique. 17 ans après, Kopo is back. Et Botan. Elle est une écrivaine connue et reconnue. Elle est une femme de poigne. Elle mène des combats qu'elle gagne le plus souvent. Partie du Cameroun, de son Cameroun natal, pour conquérir la France à l'aide de sa plume et de son caractère XXL. Invité XXL, Calice Beyala. Yayato Calice. Maman, oh Yayato. Voilà, merci. Calice Beyala, c'est ceci. Calice Beyala, c'est aussi ceci. Calice Beyala, c'est encore ceci. Calice Beyala, vous venez au monde le 26 octobre 1961. Vous êtes originaire de Yaoundé, mais vous avez grandi à Niobel. Vos parents, qu'est-ce qu'il en est? En fait, je suis la quatrième enfant de mes parents. Hein. D'accord. Dont l'un était Bamléké et l'autre Betty. D'accord. Voilà, donc mon père était de Bazou et ma mère de Ça. Ok. Bien. Ce qui s'est passé, c'est que la famille de mon père a tenu à ce qu'il y ait une femme Bamléké. Et le jour que la mère de petit frère, hein, dont est mort récemment, est entrée dans la maison, ma mère a décidé de partir et j'étais encore bébé. Et mon père s'est battu toute sa vie pour me récupérer. Il n'a jamais pu. Parce que ça va être vraiment une guerre entre les Étones. C'est-à-dire qu'on ne va pas le lui pardonner ce qui s'est passé. Et ma mère non plus. Vous allez être élevé par votre grand-mère. Oui. Et votre sœur va on va dire ça en quelque sorte, va se sacrifier pour payer des études. C'était ma sœur du même côté que mon père. Mon père était très riche, attention. D'accord. Hein. Mon père était l'un des fondateurs des brasseries Nobra. Vous êtes trop jeune pour peut-être vous souvenir de De nom peut-être. Aussi, on a eu les premières brasseries, tentatives de brasserie bien camerounaise, était l'initiative de 4 Bazou, dont M. Ketchanke et M. Kemchou qui était mon père. Vous allez commencer vos études primaires au Kambopi, ensuite vous irez au lycée de Bangui. En 6e. Par la suite, vous irez au lycée polyvalent à Douala. Oui. Avant de quitter le Cameroun à l'âge de 17 ans pour la France, quand, comment et pourquoi? Parce que d'abord, je ne me sentais pas à l'aise. On voulait me faire des études. Vous savez, j'étais très très bonne en mathématiques en fait. D'accord. Et je voulais juste faire des mathématiques tout le temps.
et peut-être devenir soit une grande mathématicienne, faire de la recherche en mathématiques ou alors faire de la chirurgie neurologique. Et à l'époque, pour une femme, vous ne vous rendez pas compte des victoires. Aujourd'hui, vous êtes une jeune fille, vous pouvez faire ce que vous voulez. À l'époque, on ne nous permettait même pas que, par exemple, en classe, je battais les garçons en mathématiques. Donc, on va me diriger vers une branche qui ne me plaisait pas, c'est-à-dire la série G. En fait, il y avait un projet de vie qui me déplaisait profondément. Et donc, je vais trouver l'opportunité, j'étais avec une copine, de partir. Et ça va se coïncider même avec le fait que je vais rencontrer mon mari, oui, qui est un jeune qui était venu aussi au Cameroun. Plus tard, on va se marier, on aura nos enfants et aujourd'hui nos petits-enfants. Aujourd'hui, vos petits-enfants. Voilà. C'est pas un vieux blanc, comme je l'ai lu quelque part. On a un différentiel d'âge exactement, je crois, c'est de 6 ans. Il a passé son agrégation pendant que nous étions ensemble. J'ai passé mon bac pendant que nous étions ensemble. On a fait presque tout notre chemin ensemble, même si par la suite, le métier que lui va choisir, parce que lui, c'est un chercheur en mathématiques, justement. Ça a été le seul mari de ma vie et que j'ai été la seule femme de sa vie et que nous avons des descendants ensemble et qu'on s'entend parfaitement bien. Voilà. Et qu'il ne va plus jamais se remarier et moi non plus. On ne me connaît pas et on m'invente toute une vie, un fantasme. Le problème, c'est quoi? C'est que, en réalité, quand j'étais jeune, j'avais une espèce de timidité. Ok. Et c'est parce que j'ai été très agressée que j'ai développé... cette barrière-là. Oui, pour me protéger, parce que n'oubliez pas que je suis quand même une très jeune fille dans un milieu dominé par des hommes blancs de la haute bourgeoisie. Elle sort des grosses conneries, alors ça me met de mauvaise humeur. C'est un peu à cause de Calixte, alors? J'aime pas ces grandes propositions de foi, ça m'énerve beaucoup. Cette gamine qui arrive comme ça, cette petite femme noire, il ne s'y attendait pas. Je suis comme un genre de martienne qui arrive comme ça, dans un monde qui n'est pas le sien, et qui arrive pour être au premier plan très vite, tout de suite. Donc, je vais aussi être combatif par rapport à ça. Je vous écoute dire des conneries depuis tout à l'heure, je ne dis rien. Et j'espérais que vous allez vous taire. Je ne correspondais pas à l'image de cette femme-là. De cette femme noire sur lesquelles l'homme blanc avait développé des stéréotypes forcément exotiques, sexuels et tout ce que vous voulez. Et je vais aussi avoir pour principe de ne même pas sortir globalement avec eux. Si je suis sortie avec un seul homme là-bas, j'ai choisi peut-être ce qu'ils avaient un peu de mieux dans leur monde médiatique. À un moment donné, je veux monter au créneau, je vais les attaquer. Hein. C'est-à-dire que je ne vais plus les laisser venir nous attaquer. Je vais maintenant, moi, aller les attaquer. Oui. Vous avez dit que l'Afrique était surpeuplée. C'est ce que vous avez dit. Et c'est vous qui avez raconté une grosse connerie. Je me suis juré qu'après moi, aucun noir ne vivra en France ce que j'ai vécu. C'est pour ça que même celles qui font des choses aujourd'hui en France me rendent hommage. J'ai porté plainte contre le gouvernement français. Nous avons commencé par porter plainte contre l'État français pour ostracisme vis-à-vis des minorités en France. J'ai fait changer le cahier des charges des chaînes publiques et privées. Hein. C'est pas rien, hein. Pourquoi mettre des noirs? On prend 2 ou 3 noirs qu'on place quelque part, et puis on dit, on a des noirs. Ils n'ont qu'à me détester. Ils n'ont qu'à me haïr, ils n'ont qu'à me tuer, mais ils ne tueront pas mes descendants. Et quand je parle de mes descendants, ce ne sont pas seulement mes enfants, moi, c'est tous les autres noirs qui vont venir après moi, qui vont être respectés. C'est la télévision qui met quelques noirs comme... Oui, mais il y a des noirs à Libye en politique. Même la France-Afrique, là, ça c'est Mongo Betty. Mais la mise en pratique, ce sont mes mouvements, hein. Même Dieudonné, hein, qu'ils ont combattu, là, faisait partie de notre mouvement. Manu Dibango et bien d'autres, hein, tous les Noirs, même les Denise Epoté, finançaient les mouvements. C'est pas parce que vous ne les voyez pas. J'ai été au Césaire, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Madame la ministre, l'histoire a fait de nous des sempiternels battus, des sempiternels foutus. Peut-être est-ce la raison pour laquelle vous n'aviez pas répondu à nos doléances. J'ai bloqué la salle, il y avait tout le monde entier, ça passait en direct. Ça m'a fait des ennemis, mais je l'assume et j'en suis fière. J'ai obtenu ce que je voulais, à savoir qu'aujourd'hui en France, un noir peut prétendre à des choses auxquelles il ne pouvait pas prétendre il y a 20 ans. Au nom de tous les miens, et ce n'est toujours pas le titre d'un film, je les remercie
car nous voyons en cela leur souci de refléter le vrai visage pluriculturel de notre pays. Alors Calice Béala, je veux savoir, est-ce que vous lisez les livres sur Internet ou bien vous êtes une puriste du format papier? Ah, je ne peux pas lire un livre sur Internet, c'est pas possible. Je peux lire un petit article et pas très longtemps. Alors, le monde évolue, la technologie aussi. Aujourd'hui, en un clic, on peut lire un livre, regarder un film ou encore un clip vidéo. Génération, nombre de vues, enquête signée Alain Nagui et Sono, Jacques Ekwa, Christian Boadier et Alain Belsingon. Avec eux, c'est le divertissement absolu. Avec elle, vous devenez accro. Après les studios d'enregistrement, nos artistes prennent d'assaut Internet, leur marché, via les médias sociaux, leur boutique. Beaucoup d'artistes camerounais signent des tournées internationales, mais vous ne les verrez jamais sur ce type de plateforme. Mais il y a une différence entre un artiste qui est suivi par 40 millions de followers et une musique qui est une musique à payer à être consommée. Dans la matrice du temps, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. À chaque époque, sa spécificité. Notre cible, les artistes nés avec le numérique et qu'on appelle la génération Y et Z, mais que nous baptisons à dessein génération nombre de vues. La génération Y et la génération Z ont été baissées par la télévision, aujourd'hui par Internet. Adeptes des tendances de société en vogue dans les médias sociaux, comme l'achat des vues. On achète des vues parfois pour une stratégie bien claire. La mise en avant de la vidéo au lieu de l'audio. La base d'une musique, ce n'est pas les vues sur YouTube, c'est la qualité de son son et sa capacité à être crossover. Ils se retrouvent souvent confrontés aux exigences et mécanismes complexes du business de l'économie numérique. Comment et pourquoi en est-on arrivé à regarder la musique au lieu de l'écouter? Quelles sont les causes et les conséquences de cette génération nombre de vues? Y a-t-il une évolution ou une perte de valeur de notre musique? Enquête dans le showbiz local sur les rouages du business de la musique à l'ère de la génération nombre de vues. Des 4 dernières décennies, l'on a distingué 2 générations d'humains distinctes dans leur mode de consommation. Il y a eu la génération Y, ces jeunes gens nés entre début des années 80 et 1995 qui ont grandi devant la télévision et ont connu l'informatique avant de voir l'arrivée d'Internet. Il y a maintenant la génération Z, des jeunes gens nés depuis 1997 et qui baignent dans le tout numérique. Des générations qui représentent plus de 30% de la population mondiale, plus de 50% de la population africaine et donc camerounaise. Ils se distinguent et restent dans la course mondiale du toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort. Des générations dont l'environnement digital est la norme. Sauf que il y a la révolution technologique, mais il y a le mal qui va avec. Pour autopsier le phénomène génération nombre de vues, des légistes aux profils variés ont été consultés. Crotal, artiste producteur, éditeur de musique. Tafis, patron du label Nuevo Mundo Africa et manager de l'artiste ténor. Sandrine Nanga, artiste chanteuse de la nouvelle génération. Ange Ebogo Emeran, artiste musicien de l'ancienne génération. Et Dania Ebongue, journaliste et président de l'association des blogueurs du Cameroun. C'est à coups de posts et de tweets triomphants que notre génération de stars annonce souvent le dépassement du millième, voire du million d'abonnés ou de likes sur les principaux médias sociaux. Facebook, YouTube, TikTok et Instagram sont leurs terrains de jeu favoris, les plateformes de streaming, leur comptoir d'achalandage. Ils sont humoristes comme Ulrich Takam et Nel Cruz, Diana Bouli avec 1 million de followers sur TikTok. Kopo, l'un des artistes les plus joués sur Boomplay avec l'album Ebotan qui a récemment publié sur WhatsApp, je cite, Nyangono du Sud a plus de vues que Etienne Mbappé. Fin de citation. Charlène de Sissoul, 1 million de vues sur YouTube. Loco, les mêmes choses, plus de 5 millions de vues sur YouTube. Avero Jazz, Lunyama, 10 millions de vues sur YouTube. Charlotte Dipanda, elle n'a pas vu, 11 millions de vues sur YouTube. Anita de Salaciel, 14 millions de vues sur YouTube.
Franco, Collé la Petite, 66 millions de vues sur YouTube. Et vous, Sandrine Nanga? Même si le succès sur le terrain n'est pas souvent proportionnel au succès sur YouTube, tu as des chansons qui sont à 50 000 vues, tu as des chansons qui sont à plus de 100 000 vues, tu as des chansons qui sont à plus de 300 000 vues, tu as des chansons qui sont à plus de 2 millions de vues, donc ça dépend. Bon, on peut dire que Ténor émission a 1 million de vues en moyenne. Mais par contre, lorsqu'il fait du rap à l'état pur, hip-hop, c'est 300 000 vues, 400 000 vues, c'est à l'arraché 600 000 vues. La course aux chiffres, c'est devenu le sport favori des générations Y et Z, dont font partie bon nombre d'artistes camerounais du moment. Pour l'artiste Crotal, dont la particularité est d'être assis sur les deux générations, le nombre de vues est sans objet. Jusqu'à présent, je ne sais pas à quoi servent le nombre de vues. Par un clic, ils vont à la conquête du monde. Mais est-ce qu'il suffit de poster dans les médias sociaux pour se retrouver avec une chanson à succès? La plupart des artistes camerounais, les plus gros, qui gagnent le plus d'argent, ne passent ni à la télé, n'ont pas de clips ou presque pas de clips et ne font pas de bruit. Les artistes qui ont le plus de succès au Cameroun à l'international n'ont pas de millions de vues. Un gars comme Richard Bona n'a pas de clip officiel, mais tout le monde sait que c'est un monstre. Valsero n'a pas de millions de vues. Le Valsero a rempli le Zénith de Paris. C'est très fort. Alors, si Valsero n'a pas de millions de vues sur YouTube, mais arrive à remplir le Zénith de Paris, c'est qu'il faut se poser des questions. Alors, le million de vues est-il finalement gage de succès? Si le nombre de vues amenait les gens à une carrière internationale, ça se saurait, en tout cas du point de vue camerounais. Combien ça enrichit au Cameroun, je ne sais pas. Mais pour moi, ce n'est pas un bon indicateur. 1 million de vues réelles est un très bon indicateur pour un artiste pour voir si une chanson marche ou elle ne marche pas. Le million de vues est symbolique, mais il est fort révélateur, même au niveau de la stratégie marketing, de la vision, de la direction artistique, etc. Autre argument avancé par la génération nombre de vues, au-delà de l'argent. Le million de vues les rend bankable. Je ne suis pas d'accord. Parce que c'est faux. On ne définit pas la valeur d'un produit au nombre de vues qu'il génère. C'est faux. Manu Dibango, combien de vues son chiffre le plus élevé, c'est quoi? 8 000, 10 000. Richard Bona en a combien? Etienne Mbappé en a combien? Est-ce que c'est Blick? Est-ce que ça veut pour autant dire qu'ils ne sont pas de bons musiciens ou bien ils ne sont pas bankable? Aujourd'hui, je continue de sortir, faire des concerts, aller sur des festivals. C'est pas défini par le nombre de vues que je fais sur YouTube. Je suis désolé, ça n'a rien à voir. Les gars comme vous, j'en ai vu passer beaucoup. Le nombre de vues ne fait pas ton titre un classique. Je sais pas. Est-ce que Sexual Healing de Marvin Gaye, le clip là, il a combien de vues? On peut faire plein de comparaisons, hein, vous me dites. Michael Jackson a beaucoup de vues. Tu as beau faire 50 millions de vues. Tu fais quoi? 12 dates par an? Je sais pas si dans notre environnement, sortir une chanson, un beau clip peut faire plus de vues qu'un ministre en train de donner une gifle à un gars sur un bord de trottoir. Donc, à partir de ce moment, ça me pose un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Petit à petit, je fais ma vie. De cause à effet, de ces mots MOTS transparaissent les mots MAUX qui gangrènent la génération nombre de vues. Pour certains, le niveau de notre musique aurait catastrophiquement régressé. Totalement régressé. Qui est l'ambassadeur de la musique camerounaise? Donnez-moi un nom. Je cherche, je ne vois pas. Les gens s'insultent. Jovi se fâche, Maloc se fâche, Magasco se fâche, Mani Bella se fâche, Coco Argenté se fâche, Lady Paul se fâche. Mais qui est l'ambassadeur de la musique camerounaise en 2021? Je cherche. Elle est à l'image de la société telle qu'elle est. Tout est fait à la va-vite, à l'emporte-pièce. Si je lui ai dit compliqué, on m'a dit, je l'ai dit, il faudrait que tout le monde trouve ça normal et on va te l'imposer comme ça
parce que voilà, c'est comme ça que ça doit être, parce que quand on va mettre ça au bar, tout le monde va danser. Ils doivent vivre de clash parce que sinon, ils seront moins populaires, on ne parlera pas d'eux un moment. Moi, j'ai compris que le clash est un objet marketing. Parce qu'ils n'ont rien à proposer aux gens. Il n'y a pas d'émission qui les révèle un samedi soir où c'est un vrai rendez-vous, les gens s'asseyent pour les regarder jouer à la télé du live. Il n'y a pas un grand film sur leur trajectoire, il n'y a pas un storytelling sur la fabrication de leur album, les coulisses de leur album, etc. Le clip n'est pas tout. Petit à petit, j'ai fait ma vie. La tendance aujourd'hui, le public n'écoute plus la musique, mais la regarde. C'est ce que je dis depuis. On regarde la musique, on n'écoute plus la musique. Bon, ça c'est partout. C'est-à-dire qu'il y a une esthétique sonore qu'on développe autour, une esthétique visuelle qu'on développe autour des produits qu'on sort. Du coup, tout est très très conceptuel. Et en réalité, l'image vient sauver le son parce que souvent, c'est des chansons très creuses. De nos jours, on vend plus avec les yeux qu'avec les oreilles. C'est-à-dire, si ta chanson peut être tellement beau que pap, ça fait le buzz et puis ça monte, ça fait en sorte que de fil en aiguille, les gens commencent à aimer ta chanson. Tout comme tu peux avoir une chanson tellement belle, tu fais un clip tellement moche que ça peut casser un peu le mood de ta chanson. Avez déjà vous vu le clip de Confession de Kopo? Je cite Kopo parce qu'en 2015, il n'a diffusé qu'un clip. Si tu vois Mago, et encore, ce n'était pas le plus beau clip du monde. Mais Kopo était diffusé. Parce que la radio avait tout son sens. Il faut se comprendre le contexte. On parle de génération Y, mais déjà de génération Z. Baissé par la télévision, baissé par Internet et qui a été éduqué par l'image. Beaucoup se sont trompés en se disant, en faisant croire que c'est la force de l'image et de la promotion qui font marcher une musique. Pourtant, la base d'une musique, c'est le son. Il y a des chansons qui ont raté et les clips les ont révélés et inversement, des chansons qui ont été de belles chansons mais les clips ont été des navets. Le son, c'est la base. Lorsque le son est mauvais, le clip, peu importe si ça soit tourné sur Mars ou Jupiter, il sera un flop. Oui, qui me dit non, en vrai. Le tout, c'est d'abord de pouvoir travailler la musique. La musique est la base qui porte la vidéo. Si tu veux que ta musique marche, il faudrait d'abord, ne pense pas vidéo, ne pense pas clip, pense d'abord musique. Penser musique d'abord, semble-t-il, relève d'un passé composé de souvenirs apaisants. Ancien animateur radio, nostalgique d'une époque où on se plaisait à découvrir les chansons et artistes par le biais de la radio, Dania Ebonge est sentencieux. La paresse des médias, j'avais dit que si vous laissez une chaîne dominer votre écosystème de consommation, à un moment donné, vous déracinez votre potentiel public. 23 millions d'habitants, 60% de la population a moins de 15 ans. Et 60% de la population consomme 13 TV et YouTube. 60% de la population n'écoute pas la radio, comme il y a 10 ans. Tous les taxis de Yaoundé n'ont même plus de radio. Au contraire, le taxi lui-même devient Radio Cameroun. Il vous raconte sa part de vérité que lui, il a entendu dans un bar. Avant, on comptait le nombre d'albums vendus. Maintenant, c'est à coup de vues que s'autoproclament et sont proclamés d'éventuelles stars. Avant, le pouvoir du sacre était au mélomane. Aujourd'hui, c'est le nombre de vues qui consacre, qui contraste avec les critères objectifs d'une certaine époque. 1976, son premier album, Union Man Nuit, sort chez Sonodisc. Depuis, il traverse les époques et du haut de ses 48 ans de carrière, l'artiste et musicien Angé Bogoué-Méran possède néanmoins un compte YouTube. À chaque époque, sa spécificité. Notre époque, c'était là, c'était ça. Parce qu'on vendait des albums. J'ai sorti quand même un 45 tours, les 33 tours, les cassettes. Moi, j'ai fait de la musique au moment où ces supports que je viens de citer se vendaient. Bon, maintenant que c'est des vues, c'est leur époque.
L'important pour moi, ce n'est pas des vues, c'est d'avoir de la musique à YouTube. Voici quelques données factuelles. Savez-vous que Caresse Photo est l'artiste féminine camerounaise qui tourne le plus dans le monde? Savez-vous que Echo Roosevelt est l'artiste camerounais le plus streamé sur Spotify? Les médias sociaux sont devenus une technologie complexe entre nos mains, parfois inexpertes. Citez-moi un Camerounais en dehors de Franco qui a gagné de l'argent avec des nombres de vues sur YouTube. Ténor dit qu'il en gagne. Oui, c'est vrai parce qu'il est réellement monétisé. En dehors de lui, qui? Daphné en cumulé fait 50 millions. Oui, d'accord. And so what? L'argent, c'est où? L'argent. Tous les artistes rêvent d'en gagner sur Internet. Certains se vantent d'en gagner avec YouTube ou autres médias sociaux via un système de monétisation d'un compte. Occasion pour nous de décrypter ce qui se présente comme un jeu de dupes. Savez-vous donc que YouTube ne monétise pas en Afrique? Pour que vous soyez monétisé, il faut que votre compte soit logé quelque part en Europe. C'est quand même une grosse arnaque. La vue sur YouTube dépend, du nombre de vues, mais pas que seulement, mais aussi du territoire d'où proviennent les vues. Streamer sur Spotify, sur des trucs comme ça, c'est censé rapporter de l'argent. Après, comment est-ce qu'on est représenté sur ces plateformes? Quels sont les pourcentages qui nous reviennent? Est-ce que ça fait réellement gagner de l'argent à un artiste quand il est streamé uniquement en single? 1 million de vues générées à partir du Cameroun n'est pas l'équivalent de 1 million de vues générées à partir des États-Unis. Et donc, le million de vues, c'est quoi? C'est en moyenne 800 €. Il y en a qui, en fonction de la portée de leur contenu et des territoires où lesquels on le regarde, qui peut leur générer 1200 €. Mais dans les cas exceptionnels, 1500 €. Donc il faut savoir que c'est entre 800 et 1500 €. L'Espagne, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais on a vu les gars t'aligner les 4 milliards de vues. 3000 des inconnus. Il y a un titre de Maître Gims avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, un espagnol, qui a fait quoi? 2 milliards de vues. Ouais, tu vois que ça ne correspond à rien. Ok, 2 milliards de vues monétisées, oui, ça fait beaucoup. D'accord, ça fait beaucoup d'argent, mais l'Espagne, 2 milliards de vues. Mais c'est pas tout. C'est pas parce que tu génères 1 million de francs CFA ou 800 000 francs CFA que tu gagnes 800 000 francs CFA. Parce que, en fonction des contrats, si l'artiste est sous contrat avec un producteur, il y a une partie qui est reversée à son producteur. Est-ce que son nombre de vues est lié à des pays africains ou est global? La valeur peut monter ou descendre. Ainsi va l'influence digitale, une course pour le rayonnement qui a finalement une incidence sur la qualité de notre musique. Il n'y a plus de bons chanteurs sur le terrain. Même si quelqu'un a une voix de crapaud, même s'il largue ça comme ça. Le nombre de vues est lié à la perversion que la société a du matuvuisme. Nos petits frères appellent ça la vitesse. Une carrière musicale, c'est quoi aujourd'hui? 5 ans. Et on est passé à autre chose. Le nombre de vues, à la base, se veut être comme un indicateur de croissance, de succès et d'impact réel. Mais aujourd'hui, il y en a qui, à cause de leurs moyens ou du matuvéisme, se retrouvent à acheter des vues. Après, ils sont surpris eux-mêmes qu'ils ne sont pas capables de remplir les salles. L'achat des vues, une autre opération digitale qui profite au maître du jeu dans un système bien établi. Tu travailles avec un community manager, c'est quelqu'un qui maîtrise les rouages et toutes les techniques de YouTube. Voilà, parce que YouTube, c'est deux choses. Il faut avoir de l'audience, il faut se faire de l'argent. Honnêtement, ça existe en fait, l'achat des vues, ça existe. Je veux dire que ceux qui sont dans le web savent que ça existe. Après, c'est pas conseillé pour moi parce que les vues, généralement, ce qu'on achète, ce sont des maisons à clics qui sont soit au Brésil, soit en Inde, soit en Thaïlande. Ce n'est pas des fausses vues, c'est des vraies vues, mais ces vues, je veux dire, les chiffres augmentent sont irréalistes et ça augmente de manière exponentielle. Honnêtement, ça peut juste gonfler, c'est juste qu'on va avoir une grosse impression de soi. Ils regardent votre contenu 2-3 secondes juste pour faire plus une vue et puis ils disparaissent. Travailler pour avoir de l'audience demande une technique. Et fabriquer de l'argent sur YouTube, c'est une autre technique. Quand la chaîne a déjà pris, la chaîne a décollé, parfois on arrête ses boostages. Tu peux mettre une vidéo en ligne et tu cibles par exemple là où tu veux la vidéo soit le plus regardée.
tu as fait 4 clips qui ont fait 1 million de vues à chaque fois, et tu as un 5e clip qui n'arrive à faire 1 million de vues, tu peux, ton équipe marketing peut, pour le souci de rester dans le nombre de millions de vues, peut essayer d'acheter des vues. Il faudrait qu'on puisse équilibrer pour que tu ne puisses pas perdre un contrat, etc. On peut essayer d'équilibrer, mais que ce ne soit pas devenu une habitude, sinon ça va te mentir à toi-même. La course à l'audience, à tout prix et à tous les prix. Tout mettre en œuvre pour que le bien des médias sociaux devienne un bien pour un bien et non un bien pour un mal. Il faut aussi que les artistes acceptent de repartir vers les médias classiques. Parce que eux aussi, du fait de ces nouveaux médias-là, se disent « Ah, moi, je me contente de mes nombres de vues. Je n'ai pas besoin de canal 2. » C'est une erreur. 1 million de vues ne t'assure pas de faire la chanson populaire de l'année. Il faut former une nouvelle caste de professionnels à pouvoir comprendre les enjeux du digital, premièrement. Le don ne suffit pas. Ensuite, comprendre que le digital peut être une arme à double tranchant. Elle peut être notre amie, mais elle peut aussi être notre ennemie. Et donc, il faut l'utiliser à bon escient. L'avenir appartient à ceux qui s'évertueront à bien maîtriser les arcanes du business de la musique. Je ne mettrai pas le secret de ma réussite sur mon nombre de vues, en fait. C'est deux marchés, c'est deux marketing complètement différents. À quand est-ce que tu mets sur pied la plateforme digitale africaine qui leur fermera la porte? Parce qu'il faut leur fermer la porte. Tout est donc clair, le raffolement du nombre de vues. Mais sachons que le malheur des uns fait le bonheur des plus véreux. Pour la génération qui arrive, notre patrimoine mérite d'être valorisé. Alors, Kalif, je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le nombre de vues, ça compte aussi en matière littéraire? Non. L'écriture, la lecture sont des actes intimes. Hein? Je veux dire que personne ne va mettre des likes sur un bouquin, ça n'existe pas. Les passionnés de livres aiment l'odeur du papier, aiment toucher le papier, aiment ce geste. On a même eu peur à un moment donné que le livre digital, c'est-à-dire qu'en fait, quand je sors un bouquin maintenant, ça existe en version numérique. Ben, que ça puisse diminuer le nombre des ventes des livres en librairie. Mais pas du tout. En France, on estime à 3000 le nombre de vrais lecteurs de livres. Pourtant, on peut arriver à vendre 100 000, 200 000, 300 000 exemplaires, ce qui est mon cas. Mais on appelle cela, malgré tout, jusqu'à aujourd'hui, des accidents. Revenons à vous. Vous avez fait vos études universitaires en France? Oui, j'ai passé ma terminale en France, mon bac en France. Vous allez entrer à l'université en ce qu'on appelle les civilisations latino-américaines. Et en même temps, je vais commencer à écrire en étant à l'université parce que je m'y ennuyais beaucoup. On est en 1987, vous avez 23 ans et vous écrivez C'est le soleil. Ce qui m'a brûlé en fait, je l'ai écrit pendant mes cours. L'enseignant ne disait rien d'intéressant? Non, parce que les professeurs me connaissaient très très bien. Et de temps en temps, je les entendais, par exemple, ils faisaient un coup de « Mademoiselle Beyala, vous n'avez rien dit ». J'ai levé la tête et je disais « Peut-être parce que vous avez tout faux ». Et ils me disaient « venez nous expliquer ». Bon, c'était pas pour me vanter, j'étais quand même assez bon élève, même bon. Et donc, ils me pardonnaient tous mes profs à l'université. Ils me laissaient tout passer parce qu'ils savaient que je ne perdais pas de temps. D'ailleurs, chaque week-end, je passais mes week-ends chez mes profs, hein, ils s'occupaient de moi beaucoup, et, parce que c'est le recteur qui l'avait demandé. Et quand j'écrivais, je leur donnais à lire ce que j'avais écrit dans la semaine. Donc on commentait ensemble des passages de C'est le soleil qui m'a brûlé. C'était comme un jeu, hein, mais tous les profs me laissaient écrire mes livres en classe. C'était même pas mon premier roman, parce que le premier roman, j'étais complexée, je l'ai jeté. Ok. Voilà. Et là, pareil, je voulais le jeter et un ami l'a envoyé aux éditeurs. Et donc, je vais avoir 4 éditeurs, des plus grands éditeurs français. À partir de ce livre-là? C'est le soleil qui m'a brûlé, oui. Qui vont me proposer de m'éditer. 4. Ils vont jouer le livre aux enchères. D'ailleurs, Le Monde va parler à l'époque du roman le plus cher qui n'ait jamais existé dans l'histoire de la littérature française pour un premier roman. Et effectivement, je vais être énormément, puisqu'ils sont plusieurs à vouloir le même bouquin, donc chacun va, je ne savais rien faire, hein, chacun va dire, bon, moi je donne, mettons 100 francs, l'autre dit je donne 200 francs, l'autre dit je donne 300 francs, l'autre dit je donne 400 francs, mais je ne vais pas forcément choisir celui qui va donner le plus d'argent, je vais choisir celui qui va me protéger en fait,
qui va être Jean Rosenthal. Quand le livre part chez les éditeurs, ça part avec le nom de mon mari. C'est-à-dire Calixte, autre chose, pas Béala. Et l'éditeur attendait un homme blanc. Quand j'arrive, je me souviens toujours, j'étais toute petite comme ça, dans les couloirs. J'ai dit, je veux voir M. Rosenthal. La secrétaire me dit, mais vous êtes qui? Je donne mon nom. Ah bon, c'est vous? Alors elle court, elle va voir le patron de Stock, qui est une grande boîte française. Il dit, elle est là. Et le patron sort, il me regarde, il dit, vous êtes Calixte? J'ai dit oui. Et il crie dans les couloirs, il dit, ah, c'est une très jeune femme, parce qu'il pensait que c'était un homme. C'est une très jeune femme, elle est toute petite. Elle est noire en plus. Elle est noire. Alors tout Stock sort pour regarder cette petite chose. Ils étaient surpris que c'était une jeune femme très jeune, une jeune fille noire qui avait écrit. Parce que vous n'êtes pas connu, donc je vais publier 2000 exemplaires. Et puis voilà, et je ne veux même pas que ça se vende. Rentrez écrire d'autres livres, je sais que vous avez du talent. Rentrez chez vous. Il va me donner de l'argent. Il va commencer à me verser un salaire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Pepe Deya, qui est à l'époque Patrick Poivre d'Arvor, qui à l'époque était vraiment la star des stars de la télévision, va chez Drugstore et voit c'est le soleil qui m'a brûlé au stand. Il voit la couverture, il touche ça, il s'en va l'acheter. Il ramène le livre chez lui, il lit, il appelle mon éditeur, il dit qui est-ce? Il dit je l'invite, mon éditeur dit pardon? Il dit je l'invite. C'était la grosse émission française de l'époque qui se passait de 13h à 18h ou de 14 à 18h le dimanche à Paris, en France, dans toute la France. Alors, il avait des grosses stars. Qu'est-ce qu'il fait le PDA? Alors, toute la semaine, 10 fois au moins par jour, il va projeter ma photo avec le livre, en disant aux Français, soyez tous là, dimanche, vous allez découvrir cette jeune femme, elle est écrivain, mais l'effet de ça, ça va être la bombe. Le livre, mon éditeur va être complètement dépassé. On demande, il publie 2000 exemplaires supplémentaires, ça s'épuise en un jour. On va arriver comme ça à 300 000 exemplaires et des traductions dans le monde entier. En 92, le roman Le Petit Prince de Belleville. Oui. En 94, vous êtes Grand Prix littéraire Afrique noire. Oui. En 96, vous êtes prix du roman de l'Académie française. Mais le 7 mai 1996, le tribunal de grande instance de Paris vous juge car il estime que votre roman est un plagiat. En 1992, je sors Le Petit Prince de Belleville qui était un succès mondial, comme tous mes livres. Pas de problème. En 1994, commencent alors les problèmes. Je sors un livre qui s'appelle Assèse l'Africaine. Et ce livre va être finaliste du prix féminin. À la sortie du prix, il y a un gros scandale entre les membres du jury à la télévision en direct. Les uns accusent les autres de racisme à mon égard, car Assèse l'Africaine était le meilleur livre pour gagner le prix féminin. Il y a eu des démissions des membres du jury à cause de cette histoire-là. Après ça, le livre est numéro 1 de vente dans le monde entier, notamment en Allemagne, dans les traductions. Et commencent alors les soucis. Un jour, je suis assise chez moi, j'allume la télévision sur France 3, des gens de l'élite française des Blancs sont assis autour d'une table, scandalisés, disant que vous vous rendez compte, elle est devenue la représentante de la littérature française dans le monde. C'est elle qu'on traduit partout, c'est elle qu'on lit partout, elle est numéro 1 de vente partout. Ils étaient au bord des larmes. Vous avez été condamné pour plagiat, hein, vous savez, pour Le Petit Prince de Belleville. Oui. Hein, des emprunts à Howard Button. J'étais vraiment malheureuse qu'on me traite comme ça. Le Canard enchaîné commence à m'attaquer. Ils font un article en très grand où il commence à dire « Elle n'est pas une Africaine comme les autres, elle ne va pas à la soupe populaire, elle n'est pas pauvre, elle est riche. » Il m'accuse d'avoir plagié au moins 10 romans pour un même roman. Oui, je suis censé avoir plagié 10 romans
pour un même roman. Il faut être cohérent. Donc, ils vont trouver, d'après ce que dit France Télévisions à l'époque, France 2, en fait, ils vont mettre mon livre dans un logiciel et comparer avec l'ensemble des livres qu'on pouvait trouver. Et chaque fois qu'ils trouvaient une correspondance avec un livre quelque part, qui a une phrase, ils mettaient ça en exergue en disant « j'ai copié ». Voilà. Bon, quand c'est comme ça, ben, tu es quand même à l'étranger, tu te laisses faire. Et donc, on me condamne pas pour plagiat. Sinon, le livre ne serait pas en vente. Ils disent contrefaçon partielle, ils disent qu'il y a 4 ou 5 phrases qui ressemblent à un autre livre. Oui. Sur un livre de 450 pages. Hein. Il faut quand même le faire. Hein. Bon. Mais tu ne peux rien. Tout ça va expliquer ma détermination par la suite. J'étais très jeune auteur où il y a eu quelques petites erreurs. Vous nous ressortez ça pour un journaliste. Non, laissez. Je vous ai écouté. C'est pas ça que je vous reproche. Je vous ai écouté. Moi, je vous ai lu. Non, mais moi, je vous ai écouté. Ben, moi, pour vous, je n'ai rien à lire. Vous ne proposez rien. Je vous propose de regarder ceci. Elle vient au Cameroun et on en profite pour en parler. Elle se défend. Elle se défend. Et vous savez, elle était tellement au sommet de sa réussite que, bon, personne n'y a cru, même si en France, on a utilisé un certain nombre de revues, un certain nombre de publications pour essayer de conforter la thèse du plagiat. Et vous allez voir que je sors après Les honneurs perdus. L'Académie française, malgré cette condamnation, me récompense encore. Cette fois-ci avec son plus grand prix. Et il va y avoir des débats. Et l'Académie française, les académiciens leur diront, ils vont menacer les académiciens, que à ce jour, cette femme représente vraiment la littérature française dans le monde. Quand nous allons aux États-Unis, on ne parle que d'elle. Nous devons avoir honte de pratiquer un tel racisme. Ça se passe en octobre, je crois que c'est même le jour de mon anniversaire, le 26 octobre 1996. J'ai le grand prix du roman de l'Académie française. La condamnation était là. Les académiciens leur ont dit, vous avez menti et vous n'avez pas vu un seul écrivain français m'attaquer là-dessus. Ils étaient eux-mêmes choqués. Chaque fois que je sors un bouquin, c'est traduit dans le monde entier et je gagne les prix. Même le Christ selon l'Afrique, le dernier roman, a obtenu le prix du meilleur livre francophone. Bon, qui continue à me remettre en question, il y a quand même quelque chose. L'année d'après, je sors La petite fille du réverbère en 1997. Cette fois-ci, c'était l'UNICEF qui me récompensait de son plus grand prix. Je veux dire, il y a quand même quelque chose de dysfonctionnant entre ce qui est dit. Entre cette histoire de plagiat et tous les succès qui vont suivre. Ça a divisé la France en 2 parties. Hein. Ils m'ont mis à la une du Monde il y a peut-être une semaine. Même les chefs d'État africains n'ont pas la une du Monde. Hein. En matière de communication, il n'y en a pas qui soient bonnes. Il n'y en a pas qui soient mauvaises. Oui. L'important, c'est qu'on parle de vous. On ne parle que des gens importants. On va chercher combien d'auteurs ont fait la une du Monde. Ils disent que je suis insolente. Bonsoir Calix, comment ça va? Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Mais on a le droit de fumer ici? À l'Académie française, le prix le plus prestigieux de France. Tous les autres à côté, c'est bon, c'est des prix commerciaux. Là, tu es l'ambassadeur de la langue française. Et après, tu peux entrer à l'Académie. Donc, et ils vont même menacer les académiciens en leur disant que si j'avais le prix, ils allaient les accuser d'avoir couché avec moi. Les pauvres vieux, oui, non, ça allait jusque là-bas. Comment voulez-vous que j'écrive un livre de 500 pages sans qu'à un moment donné, j'ai une phrase qui ressemble à celle de quelqu'un d'autre? On peut faire ça à n'importe quel auteur du monde, on va le condamner. Ils sont entrés en délibération à 13h. À 13h05, c'était fini. C'était déjà partout, Calixte Beyala, grand prix du roman de l'Académie française. Et ils vont me proposer immédiatement d'entrer à l'Académie pour travailler sur le dictionnaire. Mon éditeur va refuser du point de vue de mon jeune âge. En 1994, on a le documentaire, une série de documentaires que vous allez produire, Rêve d'Afrique, sur France Télévisions. Oui. Après, en 2005, si je me trompe, La Plantation, où vous parlez de l'expropriation du Zimbabwe. De 2005 à 2012,
Vous allez être éditorialiste du mensuel Afrique Magazine. Oui. En 2010, vous écrivez et réalisez le documentaire sur Manu Dibango, Tempo d'Afrique, qui sera diffusé sur France 5. Beaucoup de gens pensent et disent que je suis l'un des pères de la voix de musique. Vous faites aussi la radio avec RTL, avec pas des moindres, hein. Quand même, on avait Christophe Audelat, ouais. Avec qui vous avez travaillé, c'était tous les dimanches. Oui, et également sur 13e rue. J'ai tenu à faire Manu parce que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Parce que plus le temps va passer, plus il va s'affaiblir. Pourquoi il faut toujours classer les gens? Dans ma musique, tu retrouves mes racines. Mais tu ne trouves pas que ça, parce que je ne suis pas que ça. Le 22 février 2005, dans le prestigieux journal Le Monde, vous condamnez fermement la position de votre frère camerounais Dieudonné Bala. La une de l'actualité, c'est l'humoriste Dieudonné accusé de racisme et d'antisémitisme. Un petit peu partout en France, il est persona non grata. Écoutez, Dieudonné, c'est mon petit frère, c'est moi qui l'ai formé. Et je savais qu'il avait fait un combat où on allait le tuer. D'accord? Je le soutiens d'abord, je le convoque à la maison, je lui dis, écoute, cher frère, on n'a pas les moyens de mener le combat que tu veux mener là. La question n'est pas d'avoir raison ou tort. C'est, est-ce que tu as les moyens de ta politique? Et nous ne l'avions pas. J'ai l'obligation de protéger mon continent. En 2019, vous perdez ce procès en première instance, mais en janvier 2011, c'est l'appel de Michel Ducker qui est condamné à vous verser plutôt 40 000 euros. 40 000 euros, ça fait, en CFA, ça fait quelques millions quand même. Bon, non. C'est une histoire privée, au départ, c'est-à-dire que c'est moi qui écrivais, c'est comme tout le monde veut faire les écrivains. Bon, moi ça ne me gêne pas d'écrire, j'ai toujours fait ça pour plein de gens. Et quand on se séparait, il me devait de l'argent, il me devait 200 000 euros qu'il n'a jamais voulu payer. Il a commencé à estimer que, bon je ne vais pas entrer dans le détail, bon, ça ne vous regarde pas, que les hommes ont toujours trompé les femmes, etc., etc. Et je lui ai dit alors, à un moment donné, j'ai dit, écoute, parce que vraiment il m'a dérangé, mais je ne veux pas l'expliquer ici, parce que quand un homme dit, je me sépare d'une femme, fais-le, comme je dis toujours, prends ton manteau, ne l'oublie pas, prends tes chaussures, ne les oublie pas, prends tes sacs et tes valises, ne les oublie pas. Et lui, il les avait oubliés. Voilà. C'est-à-dire, je pars, mais je ne pars pas. Et je dis, moi, dans ce cas-là, tu t'en vas. Les gens vont trouver que je suis peut-être un peu dur. Je te dis, tu t'en vas. Allez, allez, tu ne me déranges pas parce que je n'ai pas de temps à être dérangé. Alors, il va mal le prendre et donc, à partir de là, il va refuser de me payer le travail. Je sépare absolument mon travail de mes émotions. D'accord? Même si mon fils me dit, écris-moi un bouquin, je dirai à mon fils, ça coûte tant. Paye-moi. Voilà. Parce qu'il s'agit de mon travail. Et ça se doit d'être respecté. Je n'ai jamais pris l'argent d'un homme et j'estime que... Michel vivait chez moi, c'est ce que les gens ne disent pas. Il vivait chez moi, je n'ai jamais vécu chez un homme depuis mon mariage. Hein. Ah non, moi, les hommes vivent chez moi, moi je ne vis pas chez les mecs. Hein. Bon. D'ailleurs, il y a Le Monde, il y a justement Libé qui a fait un article dessus, disant la matriarche là-bas. Bon. Je m'en fous, ils n'ont qu'à m'appeler matriarche ou dictateur, tout ce qu'ils veulent, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc il a été effectivement condamné, ce qui est énorme en matière littéraire, 40 000 euros. Hein, parce qu'en général, on condamne les gens à 5 000 euros. Femme de tous les combats, je vous propose ceci. C'est une femme de combat, une femme engagée, mais surtout une femme qui est incomprise dans notre pays, en France. Et là-bas, Calix Boyala est célébré. Calix Boyala est même enseigné dans certaines écoles françaises. Elle pourra vous le dire. Mais quand on revient dans le contexte camerounais, on a l'impression que on ne veut pas traiter Calix Boyala comme il se doit. C'est vraiment une femme de combat. On a vu comment elle a mené avec brio la bataille pour une plus grande diversité sur les chaînes de médias françaises. Elle dit ce qu'elle pense. Peu importe les conséquences que cela peut avoir sur les gens qui la lisent ou qui l'écoutent et qui la suivent, elle s'en fout. Mais c'est ça aussi le rôle de l'écrivaine qu'elle est. Mais elle est une femme de tête. Et effectivement, j'ai mené mes combats sans tenir compte de ce que les gens pensent. C'est vrai qu'au Cameroun, en même temps, c'est le grand paradoxe. Hein. Dans les universités, je suis très étudiée. Hein. Il y a énormément de thèses de doctorat sur moi au Cameroun et dans le monde entier.
c'est vrai que même quand ils disent plagiat, les Blancs, ils me célèbrent. C'est vrai qu'il y a de beaux papiers sur ce livre en plus. J'ai lu ça dans Le Point, François, Paris Match. Pas n'importe qui et des critiques reconnus. Alors moi, je m'en vais vous présenter une autre personne qui écrit, mais dans cette émission, il écrit avec son pinceau. Harold Kett, et cette fois, il a décidé de rendre hommage à Wes Madico. Voici le pinceau d'Harold. Été 1997. Une chanson est au sommet des hit parades un peu partout dans le monde. C'est aussi à ce moment-là qu'il va commencer à chanter dans une langue mystérieuse, au point de susciter la méfiance de sa grand-mère. C'est par un concours de circonstances qu'il va se retrouver en France. Repéré par un groupe de touristes lors d'un concert de son groupe Wakwanzi, il s'envole pour la France. En réalité, c'est l'amour qui le mènera en France, puisque sa future épouse faisait partie du groupe de touristes. Elle va tomber son charme et l'emmener en France. En France, il sera membre de plusieurs groupes, dont le groupe Fatol. Il va se produire en spectacle un peu partout en Europe. Sa rencontre avec Michel Sanchez sera déterminante pour la suite de sa carrière. Michel Sanchez est le fondateur du groupe Deep Forest, un groupe qui veut jeter un pont entre l'Afrique ancestrale et l'Europe. Ensemble, ils enregistrent le fameux album Welenga, dans lequel on trouve analysé dans plusieurs pays africains comme générique d'émissions sportives. En 2000, paraît l'album Simani, le succès escompté n'est pas au rendez-vous. En 2010, il compose le titre C'est la avec Zara pour la Coupe d'Afrique 2010. West disait avoir été victime de plusieurs attaques mystiques qui à chaque fois atteignaient sa voix. Il a passé plusieurs années sans pouvoir chanter. Notons aussi qu'une triste affaire de mœurs a entaché sa carrière. Il va mettre du temps à s'en remettre. L'icône de la musique camerounaise est décédé le vendredi 25 juin 2021 à l'âge de 57 ans. Il a succombé à la suite d'une opération médicale due à une infection nosocomiale à Alençon en France. Sa mort est une grosse perte pour l'Afrique et le monde entier. Wes, the showman. Alors, Kalice Beyala, est-ce que vous connaissez Wes Madico? Mes enfants le connaissent beaucoup mieux que moi. J'en ai entendu parler. Alors, Kalice Beyala, vous êtes plutôt une auteure prolifique. On va dire que chaque fois, c'est un succès. En 90, seul le diable le savait. Ouais. En 95, La Négresse rousse, qui a été réédité en 95. En 1992, Petit Prince de Belleville. En 93, Maman un amant, ça je me souviens. En 94, à 16, l'Africaine, qui obtient le prix François Mauriac de l'Académie française. En 96, Les honneurs perdus. En 98, en 99, Les amours sauvages. En 2000, Lettre d'une afro-française à ses compatriotes. Toujours en 2000, Comment cuisiner son mari à l'africaine. En 2002, Les arbres en parlent encore. Ça a été un de mes plus gros succès mondiaux. En 2005, La plantation. En 2007, L'homme qui m'offrait le ciel. Est-ce qu'il était dédicacé à quelqu'un en particulier? Non. Alors, en 2010, déjà, on a Les Lions indomptables. En 2009, on a Pauline. C'est Calixte Beyala pour le roman de Pauline, chez Albin Michel. En 2014, on a Le Christ selon l'Afrique. En 2019, vous êtes ambassadrice de la culture camerounaise. Alors, la même année, le 26 avril, le journal Jeune Afrique vous case parmi les 50 personnalités qui font le Cameroun. Le revers de la médaille. Le revers de la médaille du succès, c'est les critiques. Mais ce n'est pas très important. Et au Cameroun, que j'observe maintenant, on y fonctionne par embuscade.
Les gens ne réussissent pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Les gens réussissent parce qu'ils tentent des pièges aux autres. Donc au Cameroun, on réussit par embuscade. Oui, on réussit par embuscade. Parce que souvent, les meilleurs ne savent pas faire ce genre de choses. C'est souvent le propre des médiocres de tendre des pièges. Tendre des embuscades. Alors, moi, j'en ai eu partout autour de moi. Je ne savais pas que j'étais un enjeu. On me dit que non, je vais être ministre. Je dis, ah bon, moi, oui. Donc, je me retrouve dans des problèmes insolubles parce que, soi-disant, je voulais être ministre, ce que je n'ai jamais demandé à personne. Et je n'ai jamais été dans aucun bureau pour demander à être quoi que ce soit. Donc, non, c'est un pays assez violent. C'est pas à elle de sortir des scandales. C'est à nous de ne pas entretenir les scandales autour d'elle. C'est à nous de savoir protéger nos icônes. Elle en est. Il ne faut pas dissocier l'auteur qui est Calix Beyala, qui a un certain nombre d'ouvrages qui sont appréciés à travers le monde, qui est camerounaise et qui doit être célébrée dans notre pays. Alors lorsqu'on vous dit « Oh voilà, Calix Beyala est accusé de plagiat », ah oui, on se souvient que c'est une écrivaine, alors tout le monde se rue dans la presse pour voir qu'est-ce qu'on dit, elle a plagié, qui elle a fait quoi. C'est ce qui intéresse malheureusement les gens et parfois nous les médias, on s'engouffre dans cette brèche-là parce qu'on sait que les pages littéraires ne sont pas très lues. Elle a un fort caractère, mais elle est très effacée. Ben, il est évident qu'il me connaît bien. Quand je sors de ma réserve, même en France, en général, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Quiconque, en tant que patron de chaîne, n'embauche pas des gens, entre guillemets, de couleur, que ce soit des Noirs ou des Maghrébins ou des Asiatiques, est complice de ce racisme. Mais je crois par ailleurs que j'ai tellement peu de sorties que chaque sortie donne l'impression d'une explosion. Mais soyez sincères, s'il vous plaît, si ça peut vous arriver une fois dans la vie, est-ce que vous êtes encore français? Alors vous êtes maman de 2 enfants. Oui, Edoui et Lou, oui. Et grand-mère aussi. Bientôt 5. Bientôt 5 petits-fils. Oui. Et vous regardez face à votre caméra, un mot pour vos petits-enfants. Edan, coucou mamie te salue. Coucou Lucas, Marc-Emmanuel et Ruben. Parce que j'ai aussi un Ruben. Ma fille ne s'est pas rendue compte. Alors, elle a donné Ruben. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Elle me dit, pourquoi maman? J'ai dit, parce qu'on a un des grands libérateurs de notre pays qui s'appelait Ruben Oumiobe. Alors, un message pour votre chérie face caméra? Je n'ai pas de chérie. Vous savez, je ne suis pas une femme qui a beaucoup de rapports humains comme ça. C'est rare. Peut-être c'est pour ça aussi que ça crée beaucoup de scandales à chaque fois. J'ai vécu en France après mon divorce. J'ai vu, on disait que j'étais homosexuelle alors que ce n'était pas vrai. C'est juste que je suis une solitaire. Tout ce qui me dérange, je l'écarte. Je suis très jalouse de mon cerveau. Ma vie d'intellectuelle est plus importante qu'une vie de femme. C'est pas que je n'ai pas trouvé, hein. J'ai des demandes en mariage tous les jours. Même dans ma solitude, les hommes écrivent, ils me demandent ma main, les plus célèbres du monde. Mon rêve, c'est de vous épouser, d'avoir comme femme Calix Beyala, la femme de mes rêves. Être gênée par un homme, parce que les hommes d'ici, surtout, enfin d'Afrique en général, que je n'ai pas beaucoup connus, sont assez dérangeants. Alors, ce que j'apprécie plus sur Calix Beyala, c'est sa franchise. Le verbe facile. Un talent d'écriture exceptionnel. C'est-à-dire que c'est la dame qui est capable de vivre une scène avec vous, de vous la relater ensuite comme si vous n'y étiez pas. Elle a tendance à être un peu impulsive. Donc du coup, si vous dites quelque chose qui ne l'arrange pas, elle vous tient par la gorge tout de suite. Nous devons beaucoup plus permettre à ce que Calix Beyala puisse également, à son tour, former une nouvelle vague d'écrivains et d'écrivaines qui puissent permettre à ce que la littérature camerounaise s'exporte. Le principal défaut de Beyala, c'est que son nom la précède et elle intimide tout le monde. Elle doit également revoir un certain nombre de comportements. Elle est très ouverte, elle est d'une très grande culture générale. On va garder la même ambiance tout de suite pour aller vers le Yamo. À chaque émission de Yayato, un téléspectateur est tiré au sort pour nous parler de sa chanson préférée. Ah, et c'est son moment d'antenne. Donc tout de suite, le Yamo. Yayato, Yayato. Ma chanson préférée, mon Yamo, c'est ça.
Seigneur, j'aime cette chanson. Sangoloba de Sergio Polo, quand j'écoute ça, je suis transportée au paradis. J'écoute Sangoloba de Sergio Polo quand je vais à mon restaurant. Sur le chemin de mon travail, mon roi Sergio Polo veille sur moi. Le fils de Fangang Marie, écoute. En faisant mon ménage, c'est avec Moyamo de Sergio Polo. En faisant ma cuisine, c'est évidemment Sangoloba qui veille sur moi. Au restaurant, en apprêtant tout pour mes clients, c'est avec mon Yamo Sangoloba de Sergio Polo. Même en servant mes clients, je ne suis pas seule, c'est avec mon roi Polo. Bon appétit, monsieur. Mon Yamo Sangoloba est extrait de l'album Amour à deux, Amour à vie de Sergio Polo. Sorti, je crois, en 2010. Et dans ce magnifique album, je yamo particulièrement cette chanson, Sangoloba. Aïe! La chimamelure. Je yamo cette chanson. Je suis transportée par cette chanson. Ah, Sergio Polo, tu es la lumière de ma vie. Vous avez des chansons que vous écoutez et que vous aimez? Oui, Michael Jackson. J'aime beaucoup la voix de Céline Dion. J'aime beaucoup aussi la petite Camerounaise là, qui chante en français et en anglais en même temps. Daphné. Elle incarne très bien le melting pot camerounais. Vous voyez, je l'aime beaucoup pour ça, que ce glissement du pidgin au français et qui se fait avec une grande aisance. J'adore ce qu'elle fait. J'ai découvert Xmalia. Xmalia, oui. Voilà, que je trouve très créatif. Pour moi, ce sont justement des écrivains modernes. Voilà. Et moi, je vais vous inviter à vous prêter à un jeu. Je vous donne une phrase et vous me la direz en français, oui, en espagnol, en pidgin et en espagnol. La phrase, c'est « Je vous invite tous à regarder Yayato sur Canal 2 ». Petit bang de minbese na milizo yen Yayato à Canal 2. En pidgin? I call all when I know. I want to say when I can look at Yayato. I want to say when I can look at Yayato. En Canal 2? Pour Canal 2. En espagnol? Llamo ustedes. Quiero que vengan a ver Yayato à Canal 2. Bravo, bravo. Bravo à vous. Alors, Calix Beyala, est-ce qu'il y a un autre livre en préparation? Oui, je ne voulais pas parce que je m'occupe plus de mes petits-enfants. Parce que j'ai beaucoup écrit, les gens ne se rendent pas compte. Écrire est un travail de laboureur, ce n'est pas un travail facile. Je me suis un peu usé le dos. Le dos. Voilà, j'ai ce qu'on appelle la calculite, hein, c'est très violent. Et donc tout le monde me demande un livre, donc bon, j'ai promis de le faire. On peut avoir des indiscrétions et savoir? Non. Une phrase? Je naquis le jour où la vertu quitta le Cameroun. Ok. Le livre commence comme ça. Quels sont vos projets? J'ai acheté un terrain à Yaoundé, oui, pour pouvoir y mettre la maison des écrivains. Parce que les écrivains camerounais ne peuvent pas vraiment encore exceller parce qu'ils n'ont pas la paix et les lieux d'écriture. Donc j'aurais voulu créer un lieu d'écriture pour eux. J'ai acheté un terrain au Mont Féba à Yaoundé et comme vous le savez tous, je ne peux pas l'occuper en ce moment. Voilà. Ah, c'est dur. Alors, Calix Beyala, je veux savoir, hein, Paul Tchouta, cette affaire. Mais je ne connais pas ce garçon, moi. Je ne le connais pas, je ne lui ai rien fait. C'est ce que je vous explique. On vous a même expliqué ça, c'est-à-dire que je suis chez moi, les gens viennent chez moi chercher le scandale sur moi.
Je ne le connais pas, je ne lui avais jamais rien fait. Pour avoir discuté avec elle, à un moment, c'était plus son problème en fait. C'est-à-dire, elle s'était plainte de bon gré parce qu'elle s'est sentie offensée. Elle s'est plainte. Et puis au moment où l'affaire a pris une autre tournure, il y a eu des récupérations, il y a eu ceci. Mais en fait, elle voulait juste faire une leçon à ce jeune confrère qui lui avait posé un préjudice quand même, un préjudice public qui était assez grave. Après, elle s'en est lavé les mains. Lorsque vous êtes calomnié, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de vous défendre. Lorsque vous ne vous sentez pas protégé, qu'est-ce que vous faites? Vous vous défendez avec les armes que vous avez. On ne peut pas impunément attaquer les gens simplement parce qu'on estime. Simplement parce qu'on estime que ces gens-là sont des gens publics. C'est un garçon que je ne connais pas et qui s'était mis à m'insulter tous les jours. Hein. Et quand je dis m'insulter, c'était pas elle est plage. C'est pas de cet ordre, c'était vraiment intime. Il s'attaquait à votre propre personne? Oui, complètement. Pas à l'écrivaine? Non. Il inventait des histoires d'amants que j'aurais, des hôtels où je me retrouverais avec des amants. Enfin, c'était vraiment assez atroce, des scènes atroces de sexualité qu'il décrivait. Et les gens ont pris l'affaire au milieu. Je lui avais écrit, lui demandant d'arrêter parce que je suis un personnage public, mais surtout que je suis une mère et grand-mère, et que ce genre d'attaque sur ma personne ne va pas faire de mal qu'à vous, mais également à vos enfants et aux petits-enfants. Je lui ai écrit 2 fois. Les 2 fois, il a publié mes écrits et il s'est moqué de moi. C'est-à-dire que j'ai compris alors qu'il ne s'arrêtera jamais. Certains de ses amis, je leur ai même écrit avant de porter plainte, leur demandant de lui demander d'enlever ces choses qui ne correspondent pas à la réalité. Ses amis l'ont soutenu. C'est-à-dire qu'après, vous savez, quelqu'un dit, j'adore ça, le désordre est collectif, mais la punition est individuelle. Bien. À un moment donné, il fallait quand même que je défende mon honneur. Ça allait trop loin. Ça allait trop loin. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais je ne l'ai pas fait dans le but de lui faire du mal. Pourquoi voulez-vous que... Je voulais juste qu'il comprenne. Quand je l'ai même vu, il ne racontera jamais aux gens que je lui ai payé à manger, que j'ai laissé de l'argent pour qu'on s'occupe de lui, que j'ai signé des documents pour le libérer et tout. Et que c'est eux derrière qui ont dit qu'il préférait aller affronter le procureur. Une fois que vous allez affronter le procureur, il n'en est plus de votre ressort. Je ne peux plus rien faire, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas la vérité au peuple camerounais. Hein? J'ai signé, vous savez, les documents ne se perdent pas, vous allez à la PJ, vous allez voir que j'ai signé des accords avec Touta, demandant juste qu'il enlève tout ce qui était écrit et qu'il s'en aille. Ses amis lui ont dit que non, il fallait qu'il continue le scandale. Et après, je n'avais plus le contrôle sur cette affaire. Rien. Mon avocat n'a jamais fait appel, pas une fois, on n'a pas fait appel. Ce sont ses complices qui faisaient appel en fait. Et on faisait croire que c'était moi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ce que je dis toujours dans beaucoup de situations, c'est que la vérité finit toujours par se savoir. Je ne veux pas faire du mal à un enfant en ayant des enfants qui ont le même âge. Ça ne me ressemble pas. C'est on l'a entraîné quelque part et on a fermé les portes. Mais jamais, parce que j'ai entendu dire, oh, elle a été demandé qu'on le garde. Si quelqu'un vous dit que je l'ai appelé ou que j'ai été dans un ministère, demander qu'on le garde, on vous a menti. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne me suis pas présentée, j'avais mon avocat. Pourquoi je ne me suis pas présentée? Parce que je savais que si je me présentais et que je prenais la parole, il serait plus sévèrement puni. C'est pour ça que j'ai montré un détachement, mais j'étais représentée à chaque audience par un avocat. De toute façon, il y a énormément de personnes qui vous aiment et ils vous ont laissé ceci. J'ai encore écouté vendredi dernier lors de ta prestation à la scène littéraire. Bon, je suis là une fois de plus dominé des épaules et de la tête. Bon, j'espère que je passerai vite te voir. Calixte, nous t'aimons beaucoup. Tu représentes beaucoup pour la jeunesse camerounaise, surtout pour les jeunes littéraires qui aujourd'hui n'ont pratiquement plus de modèles. Continue de vendre le Cameroun à l'international à travers tes œuvres. Tout le respect que j'ai pour le parcours que vous avez. J'espère que j'aurai des relations très pacifiées
avec mes frères camerounais. Calice Beyala, au nom de toute l'équipe de Créatif, je vous dis merci. C'était un honneur et un plaisir de vous avoir sur cette chaise. Ben, moi aussi, j'ai été très heureuse. Je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Calixte Beyala pour le roman de Pauline, chez Albin Michel. Regardez comment il se tisse, c'est-à-dire qu'il répond exactement à l'image qu'on attend qu'un noir ait. Ça gesticule, ça hurle. Le Cameroun n'est pas conscient de sa place. Vous avez dit que l'Afrique était surpeuplée. C'est ce que vous avez dit. Et c'est vous qui avez raconté une grosse connerie. Le cinéma français gagnerait à s'inspirer de la multiculturalité de ce pays au même titre que le cinéma envahisseur américain. Finalement, je suis conscient que si demain matin je tombe, ce sont mes frères qui vont me porter. J'ai l'habitude d'offrir un cadeau à mes invités, donc je vous laisse découvrir ce que c'est. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça! Et en plus, c'était sur un de vos plateaux. Ah, qu'est-ce que j'adore! Comment vous avez su que j'adorais les tableaux? Il a beaucoup de talent, ce garçon. On penserait même que c'est une photo, tellement c'est... La reproduction est belle. J'adore les peintres. Merci à ce magnifique endroit Royal Garden, ici même à Douala, qui nous a offert ce magnifique espace. Alice, on va se lever. On va mettre la clé sous le paillasson. Allez. Alors là, Yayato, c'est fini. Rendez-vous au prochain numéro. Et n'oubliez pas, chers téléspectateurs et internautes, votre fidélité est notre carburant. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.